L'année 1780 marqua Grenoble d'une empreinte indélébile. Cette ville nichée au pied des Alpes françaises, où les montagnes semblaient surveiller chaque mouvement des habitants, connut un hiver particulièrement rigoureux. Les rues pavées disparaissaient sous une brume épaisse qui s'accrochait aux façades des maisons à colombages comme un linceul glacé. C'était dans cette atmosphère oppressante que naquit l'histoire la plus terrifiante que la région eût jamais connue. La maison Fournier se dressait à l'angle de la rue Très-Cloître et de la place Notre-Dame, une bâtisse de pierre aux volets verts délavés par le temps. Jacques Fournier, maître menuisier respecté de la ville, y vivait avec son épouse Marguerite, une femme douce aux cheveux châtains toujours soigneusement tressés. Leur vie était simple mais honnête, rythmée par le travail du bois et les messes du dimanche à la cathédrale. La nuit du 27 janvier 1780 restera gravée dans toutes les mémoires. Un phénomène astronomique rare se produisit. Une éclipse lunaire totale plongea Grenoble dans une obscurité absolue. Les gens se terraient chez eux, les fenêtres barricadées, murmurant des prières ancestrales pour conjurer le mauvais sort. Dans cette nuit sans lune, alors que la ville retenait son souffle, Marguerite Fournier donna naissance à des jumeaux. L'accouchement fut atroce. La sage-femme, Madame Béatrice Lemoine, une vieille femme au visage ridé qui avait aidé à mettre au monde la moitié des enfants de Grenoble, n'avait jamais rien vu de tel. Les contractions de Marguerite étaient d'une violence inouïe, ses cris percèrent les murs épais de pierre. Jacques faisait les 100 pas dans le corridor, ses mains calleuses crispées sur son chapelet, priant tous les saints qu'il connaissait. Quand le premier enfant sortit enfin, il ne pleurait pas. Ses yeux étaient ouverts, d'un bleu profond presque noir, fixant le vide avec une intensité troublante. Madame Lemoine le prit dans ses bras, mais l'enfant resta silencieux, sa petite poitrine se soulevant à peine. Elle s'apprêtait à le gifler pour le faire réagir quand le second jumeau naquit, dans un hurlement si puissant qu'il fit trembler les chandelles dans leur chandelier. Ce fut à cet instant précis que l'éclipse prit fin. La lumière lunaire envahit soudainement la chambre, froide et blafarde, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le premier jumeau, celui qui était resté silencieux, se mit à pleurer exactement au même moment que son frère. Leurs cris étaient parfaitement synchronisés, comme s'ils partageaient une seule voix, une seule âme répartie dans deux corps. Madame Lemoine, malgré ses 40 années d'expérience, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle plaça les deux nourrissons côte à côte dans le berceau de chêne que Jacques avait fabriqué avec amour, et leurs petites mains se trouvèrent immédiatement, s'agrippant l'une à l'autre avec une force surprenante pour des nouveau-nés. Les premiers jours furent relativement normaux. Martin, le premier-né, était légèrement plus petit que Laurent, son cadet de quelques minutes. Marguerite les allaitait tour à tour, émerveillée par ces deux vies qu'elle avait portées. Mais très vite, des détails étranges commencèrent à attirer l'attention. Les jumeaux ne dormaient jamais séparément. Si on les plaçait dans des berceaux différents, même à quelques centimètres l'un de l'autre, leurs yeux restaient obstinément ouverts. Ils ne pleuraient pas, ne s'agitaient pas, ils fixaient simplement le plafond avec cette même intensité troublante que Madame Lemoine avait remarquée à la naissance. Leur respiration devenait lente, presque imperceptible, et leur peau prenait une teinte pâle, presque grisâtre. Marguerite découvrit par accident la seule façon de les faire dormir. Une nuit d'épuisement, après avoir tenté pendant des heures de les endormir séparément, elle les plaça ensemble dans le même berceau. Instantanément, leurs petites mains se cherchèrent, se trouvèrent, s'entrelacèrent. Leurs paupières se fermèrent en parfaite synchronisation, et pour la première fois depuis leur naissance, ils dormirent paisiblement, leur respiration montant et descendant à l'unisson, leur cœur battant au même rythme. Jacques, pragmatique, y vit une simple particularité sans importance. Les jumeaux étaient proches, voilà tout. N'était-ce pas naturel pour des enfants qui avaient partagé le même ventre pendant 9 mois, mais Marguerite, elle, ressentait une inquiétude sourde qu'elle ne pouvait exprimer. Il y avait quelque chose dans la façon dont ses fils se tenaient, dans cette connexion qui semblait aller au-delà du lien fraternel habituel. Les semaines passèrent, puis les mois.
Martin et Laurent grandissaient normalement, atteignant tous les jalons du développement attendu. Ils sourirent pour la première fois le même jour, prononcèrent leurs premiers mots la même semaine, firent leurs premiers pas le même après-midi. Tout chez eux était synchronisé, comme s'ils étaient les deux moitiés d'un même être. Le quartier commença à parler. Les voisines qui venaient rendre visite à Marguerite remarquaient l'étrange comportement des jumeaux. Madame Geneviève Rousseau, la boulangère dont l'échoppe se trouvait 3 maisons plus loin, raconta à qui voulait l'entendre qu'elle avait vu les bébés pleurer exactement au même moment, avec les mêmes larmes coulant sur leurs joues roses. Monsieur Thomas Beaumont, le forgeron, jura avoir entendu les 2 enfants gazouiller en parfaite harmonie, comme s'ils chantaient une mélodie connue d'eux seuls. Mais ce fut Madame Lemoine qui sonna la première véritable alarme. Elle rendit visite au fournier 6 mois après la naissance, comme elle le faisait pour toutes les familles qu'elle avait aidées. En entrant dans la maison, elle sentit immédiatement une atmosphère particulière, une lourdeur dans l'air qui lui rappelait les chambres mortuaires qu'elle avait eu l'occasion de visiter. Les jumeaux dormaient dans leur berceau partagé, mains entrelacées, et quelque chose dans leur immobilité parfaite la mit mal à l'aise. Elle demanda à Marguerite si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel. La jeune mère, les traits tirés par le manque de sommeil, avoua à voix basse qu'elle n'osait plus les séparer, même pendant la journée. Une fois, elle avait essayé de prendre Martin dans ses bras pour le nourrir pendant que Laurent restait dans le berceau. Les 2 enfants s'étaient mis à hurler, un cri strident et inhumain qui avait fait accourir Jacques de son atelier. Leurs petits corps s'étaient arqués, tendus comme des arcs, et leurs yeux, normalement d'un bleu doux, étaient devenus presque noirs. Madame Lemoine écouta, son visage devenant de plus en plus sombre. Elle avait entendu des histoires similaires dans sa jeunesse, des récits que sa propre grand-mère lui racontait près du feu, des histoires de jumeaux maudits, liés par quelque chose de plus ancien et de plus sombre que le simple sang familial. Mais elle se tut, ne voulant pas effrayer davantage la pauvre Marguerite. Elle conseilla simplement à la jeune mère de consulter le père Antoine Deschamps, le curé de la cathédrale Notre-Dame, un homme sage qui saurait peut-être apporter du réconfort. Ce soir-là, alors que Grenoble s'endormait sous un ciel étoilé, Marguerite veilla tard. Elle observait ses fils dormir, leurs petites mains toujours entrelacées, leurs visages paisibles dans le sommeil. Elle se demandait ce qui arriverait si elle les séparait, si elle brisait ce lien qui semblait vital pour eux. Mais quelque chose au fond d'elle, un instinct maternel primaire, l'avertissait de ne jamais, jamais essayer. Dans l'obscurité de la chambre, les chandelles projetaient des ombres dansantes sur les murs. Et si on regardait attentivement, on aurait pu jurer que ces ombres avaient la forme de 2 enfants se tenant par la main, mais leurs silhouettes semblaient étrangement déformées, comme si elles appartenaient à des créatures qui n'étaient pas tout à fait humaines. Le premier hiver passa, puis le printemps arriva avec ses promesses de renouveau. Les jumeaux eurent 1 an, puis 2. Ils apprenaient à parler, mais d'une manière qui dérangeait profondément ceux qui les entendaient. Ils finissaient les phrases l'un de l'autre, parlaient à l'unisson et parfois, leurs voix se mélangeaient de telle façon qu'il était impossible de dire lequel des 2 parlait réellement. Jacques, toujours optimiste, refusait de voir le problème. Ses fils étaient spéciaux, certes, mais ils étaient en bonne santé, intelligents même. N'était-ce pas tout ce qui comptait? Il construisit un lit plus grand pour eux, sachant qu'ils ne pourraient jamais dormir séparément. Il ignora les regards inquiets des voisins, les murmures qui s'arrêtèrent brusquement quand il passait dans la rue. Mais Marguerite, elle, voyait la vérité. Elle voyait comment les autres enfants du quartier évitaient Martin et Laurent, comment ils reculaient quand les jumeaux s'approchaient. Elle voyait la peur dans les yeux des adultes, cette peur primitive et instinctive face à quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel. Elle savait que quelque chose n'allait pas, que ses fils portaient en eux une malédiction qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle ressentait dans chaque fibre de son être. Et la nuit, quand elle fermait les yeux, elle entendait parfois des murmures, des voix anciennes qui semblaient provenir du sol même sur lequel leur maison était construite, des voix qui appelaient ses fils par des noms qu'elle ne connaissait pas,
des noms qui n'appartenaient à aucune langue qu'elle avait jamais entendue. Grenoble ignorait encore ce qui l'attendait. La ville continuait sa vie quotidienne, ses marchés, ses prières, ses querelles et ses célébrations. Mais dans la maison Fournier, dans cette chambre où 2 enfants dormaient éternellement main dans la main, quelque chose grandissait, quelque chose d'ancien, quelque chose de terrible. Et bientôt, très bientôt, Grenoble découvrirait le véritable prix de l'éclipse lunaire de 1780. Tout me suivez-vous? Laissez un commentaire. L'automne 1783 enveloppa Grenoble d'une couverture de feuilles mordorées et de brume matinale. Les jumeaux Fournier venèrent d'avoir 3 ans, et leur étrangeté n'avait fait que s'accentuer avec le temps. La maison de la rue très cloître était devenue un lieu que les gens évitaient instinctivement, traversant la rue pour ne pas avoir à passer devant sa façade de pierre sombre. Martin et Laurent avaient développé leur propre langage, une série de sons et de gestes que seuls eux comprenaient. Ils passaient des heures assis côte à côte dans le jardin derrière la maison, leurs mains toujours entrelacées, murmurant dans cette langue étrange qui donnait la chair de poule à ceux qui l'entendaient. Marguerite avait abandonné l'idée de les faire parler normalement. Quand ils s'adressaient à elle ou à Jacques, ils utilisaient le français. Mais entre eux, c'était toujours cette mélodie gutturale et ancienne qui résonnait. Ce fut au début de cet automne que les premiers incidents vraiment troublants commencèrent. Madame Rousseau, la boulangère, fut la première à en faire l'expérience directe. Un matin, alors qu'elle pétrissait sa pâte dans l'arrière-boutique, elle entendit des voix d'enfants provenant de la pièce principale, pourtant vide. Des rires aigus, cristallins, qui rebondissaient contre les murs. Son cœur se serra quand elle reconnut ces voix. C'étaient celles des jumeaux Fournier, mais ils n'étaient pas dans sa boutique. Elle se précipita dans la pièce principale pour découvrir qu'elle était effectivement déserte. Les rires continuèrent pendant encore quelques secondes avant de s'évanouir comme portés par le vent. Ce même jour, M. Beaumont, le forgeron, vécut une expérience similaire. Alors qu'il travaillait sur une grille de fer, il sentit une présence derrière lui. Se retournant, il ne vit personne, mais ses outils, soigneusement rangés sur son établi, étaient maintenant disposés en cercle parfait. Au centre du cercle, tracé dans la poussière du charbon, se trouvait l'empreinte de 2 petites mains jointes. Les incidents se multiplièrent rapidement. Des objets disparaissaient des maisons pour réapparaître ailleurs, toujours par paires. 2 chandelles, 2 cuillères, 2 morceaux de pain. Les habitants commencèrent à verrouiller leurs portes, même pendant la journée, une pratique inhabituelle dans une ville où tout le monde se connaissait. Le père Antoine Deschamps, alerté par les plaintes croissantes de ses paroissiens, décida de rendre visite au Fournier. C'était un homme dans la cinquantaine, au visage marqué par des années de service et de prière, mais dont les yeux gris brillaient encore d'une intelligence vive. Il avait étudié la théologie à Paris et avait vu bien des choses étranges dans sa carrière, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir. Jacques le reçut avec soulagement, espérant que l'homme d'église pourrait rassurer sa femme de plus en plus anxieuse. Marguerite, elle, accueillit le prêtre avec des larmes dans les yeux, comme si sa simple présence pouvait la sauver d'un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Les jumeaux jouèrent dans le salon, construisant une tour avec des blocs de bois que Jacques avait sculptés pour eux. Le père Deschamps les observa un moment en silence. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans la façon dont ils bougeaient, comme 2 marionnettes contrôlées par les mêmes fils invisibles. Quand l'un tendait la main vers un bloc, l'autre faisait exactement le même geste au même moment. Leurs têtes se tournaient ensemble, leurs yeux clignaient ensemble, leur respiration se synchronisait parfaitement. Le prêtre s'approcha doucement, s'agenouillant pour être à leur hauteur. Martin et Laurent levèrent leur tête vers lui simultanément, leurs yeux bleu foncé le fixant avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Il tenta de leur parler, mais ils ne répondirent pas. Ils se contentèrent de le regarder, sans cligner des yeux, pendant ce qui sembla une éternité. Puis, sans avertissement, ils parlèrent à l'unisson. « Vous êtes venu trop tard, père. Le pacte est scellé. » Le père Deschamps recula brusquement, son cœur battant la chamade. Les mots étaient en français, mais la voix
La voix n'était pas celle d'enfant de 3 ans. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme si des siècles de sagesse sombre parlaient à travers ces petites bouches innocentes. Marguerite poussa un cri étouffé. Jacques devint pâle comme un linge. Les jumeaux, quant à eux, retournèrent simplement à leur jeu, comme si rien ne s'était passé, continuant à empiler leurs blocs de bois avec une précision mécanique. Le prêtre quitta la maison peu après, promettant de revenir avec des réponses. Mais en vérité, il était profondément secoué. Dans ses années d'études à Paris, il avait lu des textes anciens, des récits de phénomènes inexpliqués. Mais il avait toujours pensé que c'étaient des légendes, des superstitions de paysans ignorants. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Cette nuit-là, le père Deschamps fouilla dans les archives de la cathédrale, un dédale de parchemins poussiéreux et de livres anciens entreposés dans les caves humides. Il cherchait quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qu'il avait vu. C'est là, dans un manuscrit en latin à moitié rongé par l'humidité, qu'il trouva une référence troublante. Le document datait de plusieurs siècles, écrit par un moine dont le nom avait été effacé. Il parlait d'un rituel païen qui aurait été pratiqué dans la région bien avant l'arrivée du christianisme. Un rituel pour invoquer ce que le texte appelait les Gémeaux éternels, des entités qui existaient entre les mondes, ni vivantes, ni mortes, attendant d'être rappelées dans le monde des mortels. Le rituel nécessitait du sang innocent versé sur un site sacré, sous une lune éclipsée. Le prêtre sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Un site sacré, la rue très cloître. Il savait, d'après les archives paroissiales, que cette zone avait été un lieu de culte druidique avant la christianisation de la région. Et les jumeaux Fournier étaient nés exactement là, exactement sous une éclipse lunaire. Mais le manuscrit contenait autre chose, quelque chose de plus terrifiant encore. Il décrivait ce qui arrivait quand les Gémeaux éternels étaient séparés. Le texte était fragmentaire, difficile à lire, mais le père Deschamps put déchiffrer quelques phrases clés. Quand les mains se délièrent, les portes s'ouvrent, et ce qui attend de l'autre côté famine depuis des millénaires. Le lendemain matin, Grenoble se réveilla sous un ciel lourd et gris. La température avait chuté brusquement pendant la nuit, et une fine couche de givre recouvrait les pavés. Mais ce n'était pas le froid qui inquiétait les habitants, c'était le silence. Tous les animaux de la ville s'étaient tus. Les chiens n'aboyaient plus, les chats avaient disparu, les oiseaux ne chantaient pas. Même les rats qui infestaient habituellement les ruelles semblaient avoir fui. La ville entière était plongée dans un silence oppressant, brisé seulement par les pas des habitants qui marchaient prudemment dans les rues, jetant des regards nerveux autour d'eux. Puis vinrent les cauchemars. Presque tous les habitants de Grenoble commencèrent à faire le même rêve. Ils se voyaient marcher dans une forêt sombre, leurs pieds s'enfonçant dans une boue visqueuse. Devant eux, 2 silhouettes d'enfants se tenaient immobiles, main dans la main. Quand les rêveurs s'approchaient, les enfants se retournaient, révélant des visages qui n'étaient pas humains, des yeux vides comme des gouffres sans fond, des bouches qui s'ouvraient trop grands, montrant des rangées de dents qui n'auraient jamais dû exister. Les gens se réveillaient en hurlant, trempés de sueur froide, avec la sensation persistante que quelque chose les avait touchés pendant leur sommeil. Certains découvraient des marques sur leur peau, de petites empreintes de mains qui brûlaient comme des gelures. Monsieur Beaumont fut l'un des premiers à porter ces marques. Il les découvrit un matin en se lavant, 2 empreintes parfaites de mains d'enfant sur son torse, la peau autour rougie et douloureuse. Sa femme, Élisabeth, hurla en les voyant et courut chercher l'apothicaire. Mais que pouvait faire un apothicaire contre quelque chose qui n'avait aucune explication rationnelle? D'autres habitants présentèrent bientôt les mêmes marques. Toujours par paire, toujours des mains d'enfants. La panique commença à s'installer dans Grenoble. Les accusations fusèrent. Certains pointaient du doigt les Fournier, affirmant que leur fils était maudit, qu'ils attiraient le mal sur la ville. D'autres parlaient de sorcellerie, exigeant que les autorités interviennent. Jacques et Marguerite se retrouvèrent isolés. Les clients de l'atelier de menuiserie se firent rares.
Quand Marguerite sortait faire les courses au marché, les commerçants refusaient de la servir, détournant le regard avec un mélange de peur et de dégoût. Les enfants du quartier, jadis curieux des jumeaux étranges, fuyaient maintenant en pleurant quand ils les apercevaient. Le père Deschamps se débattait avec sa conscience. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Mais quoi? Ses supérieurs à Lyon ne le croiraient jamais s'il leur écrivait ce qu'il avait découvert. Et même s'il le croyait, que pourrait-il faire? L'Église avait abandonné les exorcismes depuis des décennies, les considérant comme des superstitions médiévales. Pourtant, une partie de lui savait que c'était exactement ce dont Grenoble avait besoin. Un exorcisme. Ou quelque chose de plus puissant encore. Un soir, alors que le crépuscule tombait sur la ville, un événement particulièrement troublant se produisit. Madame Lemoine, la sage-femme qui avait aidé à la naissance des jumeaux, marchait dans la rue très cloître, se rendant au chevet d'une femme en couche. En passant devant la maison Fournier, elle entendit des voix. Des dizaines de voix d'enfants qui chantaient une mélodie qu'elle ne reconnaissait pas, une mélodie qui semblait provenir des profondeurs de la terre elle-même. Elle s'arrêta, pétrifiée. Les voix montaient et descendaient en une harmonie dissonante qui lui donnait envie de se boucher les oreilles et de fuir. Mais elle ne pouvait pas bouger. Ses pieds semblaient collés au pavé, ses muscles refusaient de lui obéir. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le chant s'arrêta. La porte de la maison Fournier s'ouvrit lentement, et dans la lumière dorée qui filtrait de l'intérieur, Madame Lemoine vit les jumeaux. Martin et Laurent se tenaient sur le seuil, main dans la main, la regardant avec des yeux qui brillaient d'une lueur étrange dans la pénombre. Ils parlèrent ensemble, leurs voix se mélangeant en une seule. « Vous nous avez mis au monde, mère de naissance. Vous avez été la première à nous voir. Vous serez la dernière à nous comprendre. » Madame Lemoine sentit ses jambes céder sous elle. Elle tomba à genoux sur les pavés froids, ses mains tremblantes agrippant son châle. Les jumeaux continuèrent à la fixer un moment, puis ils se retournèrent et rentrèrent dans la maison, la porte se refermant derrière eux avec un claquement sourd. La sage-femme resta là, à genoux dans la rue, pendant ce qui sembla des heures. Quand elle trouva enfin la force de se lever et de continuer son chemin, ses cheveux, auparavant d'un gris fer, étaient devenus complètement blancs. L'incident fit le tour de Grenoble en quelques heures. La peur se transforma en terreur. Les habitants commencèrent à éviter complètement la rue très cloître, faisant de longs détours pour ne pas avoir à passer devant la maison Fournier. Certains parlaient de quitter la ville, de fuir vers Lyon ou Chambéry, n'importe où loin de ces enfants maudits. Le père Deschamps savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait agir, et vite, avant que la situation ne dégénère complètement. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas faire face à cela seul. Il avait besoin d'aide, d'expertise, de quelqu'un qui comprenait les forces obscures auxquelles ils étaient confrontés. C'est alors qu'il se souvint d'une lettre qu'il avait reçue, quelques années auparavant, d'un jésuite à Paris, réputé pour ses connaissances en matière de phénomènes inexpliqués, le père Bernard Lefebvre, un homme dont on disait qu'il avait étudié les textes interdits, qu'il connaissait les rituels anciens, qu'il avait affronté des choses que l'Église préférait nier. Cette nuit-là, à la lueur d'une chandelle vacillante, le père Deschamps écrivit une lettre urgente. Il y décrivait tout, la naissance sous l'éclipse, le comportement étrange des jumeaux, les phénomènes qui terrorisaient Grenoble, les marques sur la peau des habitants, le manuscrit ancien qu'il avait trouvé. Il suppliait le père Lefebvre de venir, de les aider avant qu'il ne soit trop tard. Il confia la lettre au messager le plus rapide qu'il put trouver, un jeune homme nommé Étienne Girard, qui promit de chevaucher sans relâche jusqu'à Paris. Le père Deschamps le regarda partir dans la nuit brumeuse, priant pour que l'aide arrive à temps. Mais dans la maison Fournier, dans leur chambre où ils dormaient toujours main dans la main, Martin et Laurent souriaient dans leur sommeil. Car ils savaient que quelqu'un viendrait, quelqu'un qui essaierait de briser leurs liens. Et quand cela arriverait, quand les mains se délieraient enfin, les portes s'ouvriraient. Et ceux qui attendaient de l'autre côté avaient faim depuis si longtemps. Si cette histoire macabre
vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. L'hiver 1784 fut le plus rigoureux que Grenoble eût connu depuis des décennies. La neige tombait sans interruption, recouvrant la ville d'un linceul blanc qui étouffait tous les sons. C'est dans ce silence glacial que le père Bernard Lefebvre arriva, 3 semaines après avoir reçu la lettre désespérée du père Deschamps. Bernard Lefebvre n'était pas un homme ordinaire. Âgé d'une 40aine d'années, grand et mince, avec des cheveux noirs striés de gris, il portait les marques de quelqu'un qui avait vu des choses que la plupart des gens ne verraient jamais. Ses yeux noisettes étaient perçants, capables de sonder les profondeurs de l'âme humaine. Il avait passé 20 ans à étudier les textes les plus obscurs de la bibliothèque du Vatican, des manuscrits que l'Église gardait cachés du public, des connaissances dangereuses sur les forces qui existaient aux frontières de la réalité. Le père Deschamps l'accueillit avec un soulagement palpable. Les 2 hommes s'installèrent dans le bureau du presbytère où un feu de cheminée crépitait faiblement, tentant en vain de repousser le froid qui semblait s'infiltrer dans les os mêmes de la bâtisse. Lefebvre écouta en silence pendant que Deschamps lui racontait tout ce qui s'était passé depuis la naissance des jumeaux. Il ne l'interrompit pas une seule fois, se contentant de prendre des notes dans un carnet en cuir usé. Quand Deschamps eut terminé, le jésuite resta silencieux un long moment, ses doigts pianotant sur la couverture de son carnet. Enfin, il parla. « Ce que vous décrivez correspond à quelque chose que j'ai étudié pendant des années, mais que je n'ai jamais vu de mes propres yeux. Avez-vous entendu parler des rituels de duplication ?» Deschamps secoua la tête. Lefebvre se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la neige tomber sur Grenoble endormie. Dans les temps anciens, bien avant que le christianisme n'atteigne ces terres, les druides pratiquaient une forme de magie que même eux craignaient. Ils croyaient qu'il existait des êtres dans un plan parallèle au nôtre, des entités qui n'étaient ni vivantes ni mortes, mais quelque chose entre les deux. Ces êtres cherchaient désespérément à entrer dans notre monde, mais ils ne pouvaient pas le faire seuls. Ils avaient besoin d'encre, de corps physiques pour les contenir. Le père Deschamps écoutait, fasciné et horrifié. Lefebvre continua. Le rituel de duplication permettait à ces entités d'entrer dans notre monde à travers des jumeaux nouveau-nés. Mais pas n'importe quels jumeaux. Il fallait qu'ils naissent sur un site sacré, consacré aux anciennes divinités, et pendant un événement cosmique spécifique, une éclipse lunaire. Le rituel lui-même était relativement simple. Il ne nécessitait que du sang versé sur le sol sacré au moment précis de l'éclipse. Mais personne n'a versé de sang, protesta Deschamps. J'étais là, enfin pas physiquement, mais j'ai parlé à la sage-femme. Il n'y a eu aucun rituel. Lefebvre se tourna vers lui, son regard grave. Le sang de l'accouchement, mon ami, le sang de la mère et des nouveau-nés. C'était involontaire, oui, mais cela a suffi. La rue très cloître était autrefois un lieu de culte druidique majeur. Le sang versé là, au moment précis de l'éclipse, a ouvert une porte. Mais alors, que sont Martin et Laurent ? Demanda Deschamps d'une voix tremblante. Ce ne sont pas Martin et Laurent, répondit Lefebvre doucement. Ou plutôt, ce ne sont plus seulement eux. Les entités ont fusionné avec les âmes des nouveau-nés. Ils sont à la fois les enfants fourniers et autre chose. Quelque chose d'ancien qui attend depuis des siècles de revenir dans ce monde. Il sortit de sa sacoche un vieux livre relié en cuir noir. Les pages étaient jaunies par l'âge, l'écriture presque illisible. J'ai trouvé ceci dans les archives du Vatican. C'est un compte-rendu d'un cas similaire qui s'est produit en Bretagne au XIIe siècle. Des jumeaux nés pendant une éclipse lunaire sur un ancien site druidique. Le village entier a disparu en une seule nuit. Il ne restait que des empreintes de mains brûlées dans le sol. Le père Deschamps sentit son sang se glacer. Qu'est-il arrivé aux jumeaux ? Personne ne le sait. Le compte-rendu s'arrête brusquement. Mais il y a une note en marge, écrite d'une main tremblante. Elle dit « Ne les séparez jamais. Tant qu'ils restent liés, la porte reste fermée. » Les 2 prêtres se regardèrent, la compréhension dawning sur leur visage. C'était pour cela que les jumeaux ne pouvaient pas dormir séparés. Ce n'était pas une simple particularité ou un lien fraternel inhabituel. C'était littéralement ce qui maintenait quelque chose de terrible
enfermés. Mais alors, dit Deschamps lentement, les phénomènes que nous observons, les cauchemars, les marques, les voix, ils se produisent même quand les jumeaux sont ensemble. Qu'est-ce que cela signifie? Lefebvre referma son livre avec un claquement sec. Cela signifie que la porte n'est pas complètement fermée, elle est juste contenue. Chaque année qui passe, les entités gagnent en force, les jumeaux grandissent, leur lien devient plus complexe, et tôt ou tard, quelque chose va se produire qui brisera ce lien, ne serait-ce que temporairement. Un accident, une maladie, une séparation forcée. Et quand cela arrivera, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Les deux hommes savaient ce qui se passerait. La porte s'ouvrirait complètement, et ce qui attendait de l'autre côté entrerait dans le monde. Le père Lefebvre insista pour voir les jumeaux immédiatement. Malgré l'heure tardive, ils se rendirent à la maison Fournier. Jacques les reçut avec méfiance, fatigué des regards accusateurs et des murmures. Marguerite, elle, sembla soulagée de voir le jésuite, comme si sa simple présence pouvait apporter une protection. Les jumeaux dormaient dans leur lit partagé, leurs mains entrelacées comme toujours. Lefebvre s'approcha lentement, observant chaque détail. Il remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Leurs respirations n'étaient pas seulement synchronisées, elles étaient inverses. Quand Martin inspirait, Laurent expirait. C'était subtil, presque imperceptible, mais indéniable. Il sortit de sa poche un crucifix en argent, béni par le pape lui-même, et le tint au-dessus des enfants endormis. Rien ne se passa pendant un moment. Puis, lentement, les paupières des jumeaux s'ouvrirent simultanément. Ils regardèrent Lefebvre sans surprise, comme s'ils l'attendaient. Ce qui sortit de leur bouche n'était pas du français. Ce n'était même pas du latin ou du grec ancien. C'était quelque chose de plus vieux, une langue que Lefebvre avait vue écrite dans des textes interdits, mais qu'il n'avait jamais entendu prononcer. Le son était guttural, presque douloureux à entendre, comme si les cordes vocales humaines n'étaient pas faites pour produire de tels sons. Mais Lefebvre comprenait. Dieu lui pardonne, mais il comprenait. Les entités parlaient à travers les enfants, et elles disaient « Tu as étudié nos mots, prêtre, tu connais nos noms, mais tu ne peux rien faire. Nous sommes déjà là, ancrés dans la chair, nous attendons juste le moment opportun. » « Pourquoi attendez-vous » demanda Lefebvre en latin, refusant d'utiliser leur langue maudite. « Si vous êtes déjà là, pourquoi ne pas agir maintenant ?» Les jumeaux sourirent, un sourire identique et troublant. « Parce que nous avons besoin de force. Chaque nuit, nous nous nourrissons des rêves de cette ville. Chaque cauchemar, chaque peur, nous rend plus puissants. Et bientôt, très bientôt, nous serons assez forts pour nous libérer complètement. Et si nous vous séparons maintenant, défia Lefebvre, si nous brisons le lien avant que vous ne soyez prêts. » Le sourire des jumeaux s'élargit encore. « Alors vous ouvrirez la porte avant que nous ne soyons pleinement manifestés, mais la porte s'ouvrira quand même, et ce qui passera détruira tout. Grenoble d'abord, puis Lyon, puis toute la région. Une vague de dévastation que même ton Église ne pourra pas contenir. Nous préférons attendre, prendre notre temps. Mais si tu nous forces la main, » ils laissèrent la menace en suspens. Puis, aussi soudainement qu'ils s'étaient réveillés, leurs yeux se refermèrent et ils retournèrent à leur sommeil synchronisé. Lefebvre recula, son crucifix tremblant dans sa main. Il avait affronté bien des choses dans sa carrière, mais jamais quelque chose d'aussi directement malveillant, d'aussi patient dans sa cruauté. Dans le corridor, Marguerite pleurait silencieusement. Jacques tenait sa femme contre lui, son visage dur comme la pierre. Ils avaient tout entendu. Leurs fils, leurs précieux enfants, n'étaient pas vraiment leurs fils. Ils étaient des prisons de chair pour des entités qui attendaient de se déchaîner sur le monde. « Que pouvons-nous faire » demanda Jacques, sa voix brisée. « Dites-moi qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire. » Lefebvre et Deschamps échangèrent un regard sombre. Le jésuite secoua lentement la tête. « Je ne sais pas. Dans tous les cas que j'ai étudiés, il n'y a jamais eu de solution. Soit les jumeaux mouraient naturellement, emportant les entités avec eux, soit quelque chose brisait le lien et la catastrophe suivait. « Mais il doit y avoir quelque chose » insista Marguerite.
Ce sont nos fils. Il doit y avoir un moyen de les sauver. Lefebvre la regarda avec pitié. Madame Fournier, je ne suis même pas sûr que Martin et Laurent, tels que vous les connaissiez, existent encore vraiment. Les entités ont peut-être complètement absorbé leurs âmes originales. Mais même en prononçant ces mots, Lefebvre n'en était pas entièrement convaincu. Il avait vu quelque chose dans les yeux des jumeaux, un éclair de quelque chose d'humain sous la présence monstrueuse. Peut-être y avait-il encore une partie de Martin et Laurent là-dedans, prisonniers dans leur propre corps. Les semaines suivantes furent tendues. Lefebvre passa ses journées dans les archives de la cathédrale et dans la bibliothèque personnelle qu'il avait apportée de Paris, cherchant désespérément une solution. Il consulta tous les textes qu'il connaissait, envoya des lettres à d'autres érudits en Europe, mais les réponses, quand elles arrivaient, étaient toujours les mêmes. Il n'y avait pas de précédent pour sauver les jumeaux sans déclencher le cataclysme. Pendant ce temps, Grenoble continuait à souffrir. Les cauchemars s'intensifiaient. De plus en plus de personnes présentaient des marques de brûlures sur leur peau. Certains habitants commencèrent à parler de voir les jumeaux dans des endroits où ils ne pouvaient pas être, des apparitions fantomatiques qui disparaissaient quand on les regardait directement. Le maire de Grenoble, M. Philippe Garnier, un homme pragmatique qui n'avait jusqu'alors montré aucun intérêt pour les superstitions, convoqua finalement les deux prêtres. La réunion se tint dans son bureau sombre, les volets fermés malgré la pleine journée. « La situation devient intenable, dit-il sans préambule. J'ai reçu des dizaines de plaintes. Des familles veulent quitter Grenoble. Le commerce est au point mort. Les gens ont peur de sortir la nuit. Et tout cela à cause de 2 enfants de 4 ans. Dites-moi franchement, père, sommes-nous en danger réel ou n'est-ce que de l'hystérie collective ?» Lefebvre le regarda droit dans les yeux. « Monsieur le maire, vous êtes en grand danger. Chaque personne dans cette ville est en danger. Ce n'est pas de l'hystérie, c'est réel, et c'est pire que vous ne pouvez l'imaginer. » Il lui expliqua tout, ne cachant rien. À son crédit, le maire l'écouta sans l'interrompre, bien que son visage devint de plus en plus pâle à mesure que le récit progressait. Quand Lefebvre eut terminé, Garnier resta silencieux un long moment. Finalement, il dit « Et si nous faisions simplement partir les jumeaux ? Les envoyions loin d'ici, dans un monastère isolé peut-être? Cela résoudrait le problème de Grenoble, non ?»« Non, » répondit fermement Lefebvre. « Cela ne ferait que déplacer le problème ailleurs. Et les entités sont liées à cet endroit, à ce site sacré où les jumeaux sont nés. Les éloigner pourrait affaiblir leurs liens, ce qui pourrait déclencher exactement ce que nous essayons d'éviter. »« Alors, que suggérez-vous » demanda le maire, sa frustration évidente. « Nous devons trouver un moyen de renforcer le lien entre les jumeaux, » dit Lefebvre, une idée commençant à se former dans son esprit. « Si nous ne pouvons pas briser la connexion avec les entités sans catastrophe, peut-être pouvons-nous la renforcer tellement qu'elles restent enfermées à jamais. »« Comment ?» demanda Deschamps. Lefebvre hésita. Ce qu'il allait proposer était dangereux, probablement hérétique aux yeux de l'Église, mais c'était peut-être leur seule chance. « Il existe un rituel, » dit-il lentement, « un contre-rituel aux anciennes pratiques druidiques. Il nécessiterait de consacrer à nouveau le site, de le purifier et de lier spirituellement les jumeaux, non seulement l'un à l'autre, mais à la terre elle-même. Cela créerait une prison supplémentaire pour les entités, les empêchant de jamais se manifester pleinement. « Mais, » demanda le maire, sentant qu'il y avait un « mais cela condamnerait Martin et Laurent à rester à Grenoble pour toujours. Ils ne pourraient jamais quitter la ville sans risquer de briser le rituel, et ils devraient rester liés physiquement jusqu'à leur mort. Ils vivraient comme des prisonniers, essentiellement. » Marguerite, qui avait insisté pour être présente à la réunion, laissa échapper un sanglot. « Ils n'auront jamais de vie normale alors, jamais de liberté. »« Non, » admit Lefebvre tristement, « mais ils vivront, et Grenoble survivra. C'est le meilleur scénario que je puisse offrir. » Le maire réfléchit, puis hocha la tête. « Faites ce qui doit être fait, père. Nous n'avons pas d'autre choix. » Mais avant que Lefebvre ne puisse commencer à préparer le rituel, quelque chose se produisit qui changea tout. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu.
Le soir même, alors que la ville se préparait pour une autre nuit de cauchemar, un groupe d'habitants en colère se rassembla dans la rue. Mené par Monsieur Beaumont, le forgeron qui portait encore les marques de brûlure sur son torse, ils marchèrent vers la maison Fournier avec des torches et des fourches, prêts à prendre les choses en main. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. La foule en colère grossissait à chaque coin de rue. Des dizaines de personnes, peut-être une centaine, marchaient dans les rues enneigées de Grenoble, leurs torches projetant des ombres dansantes sur les façades de pierre. La peur qui couvait depuis des mois avait finalement explosé en rage collective. Ils en avaient assez des cauchemars, des marques sur leur peau, de la terreur qui empoisonnait leur ville. Et ils savaient qui blâmer. Le père Lefebvre, alerté par le tumulte, courut vers la maison Fournier avec Deschamps à ses côtés. Mais ils arrivèrent trop tard. La foule était déjà là, encerclant la maison, hurlant des accusations et des menaces. « Sortez les démons !» criait quelqu'un. « Brûlez-les avant qu'ils ne nous détruisent tous !» hurlait un autre. Jacques Fournier se tenait devant sa porte, un bâton de bois dans les mains, prêt à défendre sa famille jusqu'à la mort. Marguerite était derrière lui, serrant les jumeaux contre elle, ses yeux élargis par la terreur. Monsieur Beaumont s'avança, son visage durci par la détermination. « Jacques, nous ne te voulons aucun mal, mais tes fils doivent partir. Ils doivent être détruits avant qu'ils ne nous détruisent tous. Ce sont mes enfants !» hurla Jacques, sa voix se brisant. « Mes fils, vous ne les toucherez pas !» Lefebvre se fraya un chemin à travers la foule, son autorité de prêtre lui ouvrant un passage. « Arrêtez, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Si vous séparez les jumeaux, si vous leur faites du mal, vous déchaînerez exactement ce que vous craignez. » Mais ces mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La foule était au-delà de la raison, consumée par la peur et la colère. Quelqu'un lança une pierre qui s'écrasa contre le mur près de Jacques, puis une autre. Bientôt une pluie de projectiles s'abattit sur la maison. Ce fut alors que les jumeaux agirent. Ils se détachèrent des bras de leur mère et marchèrent calmement vers la porte, leurs petites mains toujours entrelacées. Jacques essaya de les retenir, mais une force invisible le repoussa, le projetant contre le mur. Martin et Laurent sortirent sur le seuil. La foule se tut instantanément, comme si une main géante avait serré la gorge de chacun. Les torches vacillèrent, leurs flammes devenant bleues et froides. Les jumeaux parlèrent à l'unisson, leurs voix portant dans l'air glacé avec une clarté surnaturelle. « Vous voulez nous séparer, vous voulez briser notre lien. Très bien, voyons ce qui se passe. » Et devant les yeux horrifiés de la foule, de Lefebvre, de Deschamps et de leurs parents, les jumeaux lâchèrent leurs mains. Le monde sembla retenir son souffle. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis la terre commença à trembler. Ce n'était pas un séisme ordinaire. Le sol sous la rue Très-Cloître se fendit, des crevasses s'ouvrant comme des bouches béantes. De ces fissures s'échappa une lumière verdâtre et maladive, accompagnée d'un son qui ressemblait à 1000 voix hurlant en agonie. Les membres de la foule hurlèrent et tentèrent de fuir, mais leurs pieds semblaient collés au sol. Ils ne pouvaient que regarder, paralysés, alors que quelque chose commençait à émerger des crevasses. Des formes, des silhouettes qui n'étaient pas tout à fait solides, pas tout à fait réelles. Elles ressemblaient vaguement à des êtres humains, mais déformés, étirés, comme si elles avaient été écrasées et tordues pendant des siècles. Leurs visages, si on pouvait les appeler ainsi, étaient des masques de souffrance éternelle, leurs bouches ouvertes en cris silencieux. Lefebvre reconnut immédiatement ce qu'il voyait. Les textes interdits les appelaient les affamés, des âmes qui avaient été piégées entre les mondes pendant si longtemps qu'elles avaient oublié leur humanité, devenant des entités de pure faim et désespoir. « Les jumeaux !» cria-t-il à Deschamps. « Nous devons les faire se tenir la main à nouveau. C'est la seule façon de refermer la porte. » Mais les jumeaux se tenaient immobiles, leurs yeux fixes regardant le chaos qu'ils avaient déchaîné. Un sourire terrifiant étirait leurs lèvres, un sourire qui n'appartenait pas à des enfants de 4 ans. Les affamés commencèrent à se déplacer vers la foule. Leurs mouvements étaient étranges, saccadés.
comme s'ils réapprenaient à bouger après une éternité d'immobilité. Le premier à les toucher fut Monsieur Beaumont, celui qui avait mené la foule. Une des créatures tendit ce qui ressemblait à une main, et quand elle toucha le forgeron, il hurla. Ce n'était pas un cri de douleur physique. C'était quelque chose de bien pire. Son visage se tordit en une expression d'horreur absolue, ses yeux s'écarquillant comme s'il voyait toutes les terreurs de l'enfer concentrées en un seul instant. Puis, il s'effondra, son corps tremblant, de la mousse blanche sortant de sa bouche. La paralysie qui tenait la foule se brisa. Les gens se mirent à courir dans toutes les directions, se bousculant, hurlant, fuyant les affamés qui se multipliaient, émergeant par dizaines des crevasses dans le sol. Lefebvre savait qu'il devait agir rapidement. Il se précipita vers les jumeaux, enjambant les fissures dans le sol, évitant de justesse les affamés qui s'approchaient. Il agrippa Martin et Laurent par les épaules, essayant de les rapprocher, de forcer leurs mains à se toucher à nouveau. Mais les entités résistaient, les corps des jumeaux devinrent rigides, impossibles à bouger, comme s'ils étaient faits de pierre. Leurs têtes se tournèrent vers Lefebvre, et ce qu'il vit dans leurs yeux le glaça jusqu'aux os. Ce n'était plus l'intelligence malveillante qu'il avait vue auparavant. C'était quelque chose de bien plus ancien, de bien plus vaste. C'était l'abîme lui-même qui le regardait. « Tu ne peux pas nous arrêter maintenant », dirent les jumeaux, leurs voix se multipliant, comme si des centaines d'êtres parlaient à travers eux. La porte est ouverte. Nous sommes libres. Deschamps rejoignit Lefebvre, tenant son crucifix comme une arme. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous ordonne de retourner dans les ténèbres d'où vous venez. » Les jumeaux rirent, un rire qui n'avait rien d'enfantin. « Ton Dieu n'a aucun pouvoir ici, prêtre. Ceci est un lieu ancien, consacré à des forces qui existaient bien avant ta religion. Tes prières sont vides. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, quelque chose d'inattendu se produisit. Marguerite Fournier, qui était restée pétrifiée dans l'embrasure de la porte, trouva soudain la force de bouger. Elle courut vers ses fils, des larmes coulant sur ses joues, et s'agenouilla devant eux. « Martin, Laurent, » dit-elle doucement, ignorant les monstres qui les entouraient, ignorant le chaos et la destruction. « Je sais que vous êtes encore là. Je sais que mes fils sont encore quelque part là-dedans. S'il vous plaît, revenez à moi. » Pour la première fois depuis que les mains s'étaient séparées, les jumeaux hésitèrent. Quelque chose passa sur leur visage, une ombre de confusion, peut-être même de reconnaissance. « Maman » La voix était petite, fragile, et pour un instant, c'était celle de vrais enfants. « Maman, j'ai peur !» Ce fut Martin qui parla, ou peut-être Laurent, c'était impossible à dire. Mais c'était la voix d'un enfant terrifié, pas celle d'une entité malveillante. Jacques arriva en courant, rejoignant sa femme. Il prit ses fils dans ses bras, les serrant contre lui. « Nous sommes là, papa et maman sont là, tout va bien. » Les entités luttaient pour reprendre le contrôle. Les corps des jumeaux convulsaient, leurs visages changeant rapidement entre l'innocence enfantine et la malveillance ancienne. C'était une bataille pour leurs âmes, jouée en temps réel devant les yeux horrifiés de tous. Lefebvre comprit ce qui se passait. Les âmes originales de Martin et Laurent n'avaient pas été complètement absorbées. Elles avaient été supprimées, enfermées, mais l'amour de leurs parents les appelait, leur donnait la force de résister. Il prit une décision audacieuse. Il sortit de sa sacoche une petite fiole, contenant de l'eau bénite et de l'huile sacrée, et traça rapidement le signe de la croix sur le front de chaque jumeau, tout en récitant une prière de sa propre composition, mêlant le latin liturgique à des mots qu'il avait appris dans les textes anciens, des mots de bannissement et de protection. Les jumeaux hurlèrent, mais c'était un hurlement double, la rage des entités mêlée aux cris de peur des enfants. Les affamés qui émergeaient des fissures commencèrent à ralentir, comme si une force invisible les repoussait. Marguerite tendit la main vers celle de Martin, et Jacques fit de même avec Laurent. Puis, avec une force née du désespoir et de l'amour parental, ils rapprochèrent leurs fils, guidant doucement leurs mains l'une vers l'autre. Les jumeaux résistaient toujours, mais l'emprise des entités faiblissait. Centimètre par centimètre, leurs mains se rapprochèrent. Quand leurs doigts se touchèrent enfin, une onde de choc invisible balaya la rue.
Les affamés se figèrent, puis commencèrent à se dissoudre, leurs formes se désintégrant comme de la fumée dans le vent. Les crevasses dans le sol se refermèrent avec un grondement sourd, la lumière verdâtre s'estompant jusqu'à disparaître complètement. Le tremblement de terre cessa, laissant la rue très cloître détruite, mais enfin silencieuse. Les jumeaux s'effondrèrent dans les bras de leurs parents, inconscients mais respirant normalement. Les marques de l'huile sacrée sur leur front brillaient faiblement dans la lumière des torches. Lefebvre tomba à genoux, épuisé. Deschamps s'agenouilla à côté de lui, murmurant des prières de remerciement. Autour d'eux, les membres survivants de la foule se relevaient lentement, hébétés, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Monsieur Beaumont était toujours vivant, mais il serait changé à jamais. Ses cheveux avaient blanchi complètement et ses yeux avaient pris une qualité distante, comme s'il voyait des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Plusieurs autres habitants présentaient des blessures, certaines physiques, d'autres psychologiques, mais miraculeusement, personne n'était mort. Le maire Garnier arriva en courant, ayant entendu le chaos depuis l'hôtel de ville. Il regarda les décombres de la rue, les visages traumatisés des habitants, la famille Fournier serrée les uns contre les autres avec les jumeaux inconscients entre eux. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-il, bien qu'une partie de lui ne voulait pas vraiment connaître la réponse. « Nous avons frôlé l'apocalypse » répondit simplement Lefebvre, « et nous avons survécu, de justesse. Mais le jésuite savait que ce n'était pas vraiment fini. La porte avait été ouverte, ne serait-ce que brièvement. Les entités avaient goûté au monde physique, et maintenant, elles sauraient exactement comment le faire à nouveau si jamais l'opportunité se représentait. Les jumeaux étaient toujours liés, leur connexion peut être même renforcée par l'épreuve qu'ils venaient de traverser. Mais à quel prix ? Que restait-il de Martin et Laurent après avoir servi de champ de bataille entre leur humanité et ses forces anciennes ? Cette nuit-là, Grenoble dormit d'un sommeil agité, hanté par des rêves de formes qui n'étaient pas tout à fait réels, de cris silencieux et de deux enfants tenant leurs mains dans l'obscurité, ne sachant pas s'ils étaient des gardiens qui empêchaient des monstres d'entrer ou les prisonniers qui les maintenaient là. Les semaines qui suivirent la catastrophe évitée de justesse furent parmi les plus difficiles que Grenoble eût jamais connues. La rue très cloître portait encore les cicatrices de cette nuit terrible, les pavés fendus, les marques de brûlures sur les murs et une atmosphère lourde qui semblait refuser de se dissiper. Le maire Garnier ordonna que la rue soit fermée pendant les réparations, mais tous savaient que certaines choses ne pourraient jamais être réparées. Martin et Laurent restèrent inconscients pendant 3 jours entiers. Le médecin de la ville, le docteur Armand Bonnet, un homme rationnel qui avait toujours ridiculisé les superstitions, ne put trouver aucune explication médicale à leur état. Leur respiration était régulière, leur cœur battait normalement, mais ils ne se réveillaient pas. Et bien sûr, leurs mains restaient entrelacées, même dans l'inconscience. Toute tentative de les séparer, même doucement, provoquait des spasmes violents et faisait monter la température de la pièce de plusieurs degrés. Marguerite et Jacques ne quittèrent pas leur chevet. Ils priaient, pleuraient, imploraient leur fils de revenir. Le père Lefebvre restait également proche, surveillant les jumeaux avec une vigilance constante, craignant à tout moment que les entités ne reprennent le contrôle. Le matin du 4e jour, alors que l'aube peignait le ciel de teintes roses et dorées, les jumeaux ouvrirent enfin les yeux. Marguerite, qui somnolait sur une chaise près du lit, se réveilla en sursaut quand elle entendit une petite voix dire « Maman ?» C'était Martin, ou peut-être Laurent, mais c'était la voix d'un enfant claire et innocente, sans la résonance terrifiante des jours précédents. Marguerite éclata en sanglots de soulagement, serrant ses fils contre elle. « Mes bébés, oh mes bébés, vous êtes revenus !» Jacques se réveilla également, et bientôt toute la famille était enlacée, pleurant des larmes de joie et de soulagement. Le père Lefebvre, qui avait été appelé immédiatement, observait la scène avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Il s'approcha doucement, s'agenouillant près du lit. « Martin, Laurent, comment vous sentez-vous »
Les jumeaux le regardèrent, et Lefebvre scruta leurs yeux, cherchant le moindre signe de la présence malveillante qu'il avait vue auparavant. Ce qu'il vit le rassura partiellement. Leurs yeux étaient ceux d'enfants confus et effrayés, mais il y avait quelque chose de changé. Une profondeur, une vieillesse qui n'aurait pas dû exister dans le regard d'enfant de 4 ans. « Nous avons fait un mauvais rêve », dit Martin doucement. « Un très mauvais rêve », ajouta Laurent, sa voix tremblante. « Nous avons vu des choses, » continuèrent-ils ensemble, leur synchronisation revenant naturellement. « Des choses anciennes, des choses qui voulaient entrer, mais nous ne les avons pas laissées. »« Pas vraiment. » Lefebvre fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire, pas vraiment ?» Les jumeaux échangèrent un regard, une communication silencieuse passant entre eux. Puis Laurent parla. « Elles sont toujours là, dans notre tête. Nous les entendons murmurer, mais nous sommes plus forts maintenant, nous pouvons les tenir à l'écart. Tant que nous restons ensemble, » ajouta Martin, « tant que nous nous tenons la main. » Un frisson parcourut Lefebvre. Les jumeaux étaient revenus, certes, mais ils n'étaient plus innocents. Ils comprenaient maintenant ce qu'ils étaient, ce qu'ils contenaient. Ils étaient conscients de leur rôle de gardiens, de prison vivante pour des forces qui cherchaient désespérément à se libérer. Quelle vie auraient-ils maintenant? Quelle enfance pouvaient-ils espérer, sachant qu'ils étaient littéralement ce qui se tenait entre Grenoble et l'annihilation? Les jours devinrent des semaines, puis des mois. La vie à Grenoble reprit lentement un semblant de normalité, bien que personne n'oublie vraiment ce qui s'était passé. La rue très cloître fut réparée, mais les gens continuaient à la traverser rapidement, évitant de s'attarder près de la maison Fournier. Les cauchemars cessèrent, ou du moins diminuèrent considérablement. Les marques de brûlure sur la peau des habitants guérirent, ne laissant que de pâles cicatrices comme rappel. Monsieur Beaumont ne parla plus jamais de ce qu'il avait vu quand l'affamé l'avait touché, mais ses cheveux restèrent blancs et son regard distant. Martin et Laurent grandirent, mais leur étrangeté ne disparut jamais. Ils furent scolarisés à domicile, car les autres enfants avaient trop peur d'eux pour les accepter dans une classe normale. Marguerite leur enseignait la lecture, l'écriture, les mathématiques, pendant que Jacques leur apprenait le travail du bois et d'autres compétences pratiques. Les jumeaux se révélèrent être exceptionnellement intelligents, apprenant à une vitesse qui impressionnait même leur tuteur. Mais ils restaient toujours synchronisés, finissant les phrases l'un de l'autre, bougeant à l'unisson, et bien sûr, dormant toujours main dans la main. Le père Lefebvre resta à Grenoble pendant 2 ans de plus, surveillant les jumeaux et s'assurant que la situation restait stable. Il développa une relation particulière avec eux, devenant une sorte de mentor et de confident. Les jumeaux, comprenant qu'il était l'un des rares à vraiment saisir leur nature, lui parlaient ouvertement de leurs expériences. « Nous les entendons tout le temps », lui confia Martin un jour, alors qu'ils étaient assis dans le jardin. « Les voix, elles nous appellent, nous tentent, elles promettent des choses, » ajouta Laurent, « du pouvoir, de la liberté. Elles disent que si nous les laissions sortir, nous pourrions être normaux, séparés. Mais nous savons que c'est un mensonge, » dirent-ils ensemble. « Si nous les libérons, il n'y aura plus de nous, plus de Martin et Laurent, juste elles. » Lefebvre posa une main sur l'épaule de chaque jumeau. « Vous êtes très courageux, plus courageux que la plupart des hommes adultes que je connais. Vous portez un fardeau que personne ne devrait avoir à porter, surtout pas des enfants. »« Nous ne sommes pas vraiment des enfants, n'est-ce pas ?» demanda Martin, avec une sagesse triste dans les yeux. « Nous n'avons jamais vraiment été des enfants. Dès notre naissance, nous étions autre chose. » Cette conversation hanta Lefebvre longtemps après. Il réalisa que les jumeaux avaient raison. Leur enfance leur avait été volée avant même qu'elle ne commence. Ils ne connaîtraient jamais la joie insouciante de jouer avec d'autres enfants, de courir librement, de rêver d'avenir sans limite. Leur avenir était déjà écrit. Rester à Grenoble, rester liés, contenir les ténèbres jusqu'à leur mort. En 1787, le père Lefebvre reçut l'ordre de retourner à Paris. Ses supérieurs avaient besoin de lui pour d'autres affaires, d'autres mystères à résoudre. Il fit ses adieux à Grenoble avec un cœur lourd,
sachant qu'il laissait derrière lui une situation qui n'aurait jamais de vraie résolution. Avant de partir, il eut une dernière conversation avec les jumeaux, maintenant âgés de 7 ans. Il s'était développé en garçon étrangement mature, capable de discussions philosophiques qui auraient impressionné des érudits adultes. « Que va-t-il nous arriver » demanda Laurent. « Quand nous serons vieux, quand nous mourrons. Les entités mourront-elles avec nous ?» ajouta Martin. « Ou trouveront-elles un autre moyen de revenir ?» Lefebvre n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il pouvait offrir était l'honnêteté. « Je ne sais pas. Mais je pense que tant que vous restez fort, tant que vous vous battez pour rester vous-même, il y a de l'espoir. Les entités ne peuvent gagner que si vous abandonnez. Nous n'abandonnerons jamais, promirent les jumeaux à l'unisson. Nous sommes les gardiens. C'est notre destin. Le père Lefebvre partit de Grenoble par une matinée brumeuse, emportant avec lui des souvenirs qu'il ne partagerait jamais avec personne, des connaissances trop dangereuses pour être largement diffusées. Il écrivit un compte-rendu détaillé de tout ce qui s'était passé, mais il le scella et le déposa dans les archives les plus profondes du Vatican, avec l'instruction qu'il ne soit ouvert que si des événements similaires se produisaient ailleurs. Les années passèrent. Martin et Laurent devinrent des adolescents, puis de jeunes hommes. Ils aidaient leur père dans son atelier de menuiserie, devenant des artisans habiles, malgré la nécessité constante de travailler en parfaite coordination. Les habitants de Grenoble s'habituèrent à leur présence, bien qu'une crainte respectueuse demeure toujours. Le père Deschamps vieillissait, et vers la fin de sa vie, il partagea avec les jumeaux tout ce qu'il savait sur leurs conditions. Il leur montra les manuscrits anciens, les textes interdits que Lefebvre avait laissés en garde. Martin et Laurent les étudiaient avidement, cherchant à comprendre pleinement ce qu'ils étaient, ce qu'ils contenaient. Ils découvrirent quelque chose que même Lefebvre n'avait pas su. Les entités qu'ils contenaient n'étaient pas intrinsèquement maléfiques. Elles avaient été autrefois des êtres de lumière, des gardiens d'un autre plan d'existence. Mais quelque chose s'était mal passé, un cataclysme ancien dont même les textes les plus vieux ne gardèrent qu'un souvenir fragmentaire. Les entités avaient été corrompues, déformées et exilées dans l'espace entre les mondes. Pendant des millénaires, elles avaient attendu, leur douleur et leur rage se transformant en une faim dévorante. Le rituel druidique n'était pas une invocation malveillante, comme Lefebvre l'avait cru, mais une tentative désespérée de guérir ces êtres brisés en les ancrant dans la chair humaine, espérant que l'expérience de la vie mortelle pourrait les racheter. Mais quelque chose avait mal tourné. Au lieu de guérison, il y avait eu fusion. Les âmes des jumeaux et les entités exilées étaient devenues inextricablement liées, ni tout à fait humaines, ni tout à fait autre chose. Cette révélation changea la perspective des jumeaux. Ils ne voyaient plus les entités en eux comme des parasites ou des envahisseurs, mais comme des êtres souffrants qui avaient eux-mêmes besoin de rédemption. Cela rendait leur fardeau à la fois plus lourd et plus supportable. Ils n'étaient pas simplement des prisons. Ils étaient peut-être aussi des guérisseurs. Jacques mourut en 1795 à l'âge de 60 ans, usé par les années de stress et d'inquiétude. Sur son lit de mort, il prit les mains de ses fils, maintenant de jeunes hommes de 15 ans, et dit « Je suis désolé, désolé pour la vie que vous n'avez pas pu avoir, mais je suis fier, fier de votre force, de votre sacrifice. Vous avez sauvé tant de gens, même s'ils ne le reconnaissent pas. » Marguerite suivit son mari 3 ans plus tard, emportée par une fièvre hivernale. Ses derniers mots furent pour ses fils. « Restez ensemble, restez forts, et rappelez-vous que vous êtes aimés. » Les jumeaux, maintenant orphelins, continuèrent à vivre dans la maison de la rue Très-Cloître. Ils maintinrent l'atelier de menuiserie, bien que les commandes soient rares. Les habitants préféraient garder leur distance, mais ils reconnaissaient tacitement le rôle que Martin et Laurent jouaient dans la protection de la ville. Des années s'écoulèrent encore. La Révolution française balaya le pays, apportant chaos et changement, mais Grenoble et ses habitants étranges restèrent relativement à l'écart des troubles. Les jumeaux vieillirent, leurs cheveux commençant à grisonner, leurs visages se ridant. En 1820, 40 ans après leur naissance sous l'éclipse, Martin et Laurent tombèrent malades. C'était une maladie des poumons,
commune à l'époque, mais qui frappait avec une synchronisation parfaite. Quand l'un toussait, l'autre toussait. Quand l'un avait de la fièvre, l'autre brûlait aussi. Le médecin de ville, le fils du docteur Bonnet qui les avait soignés enfants, ne put rien faire. Il savait, comme tous le savaient, que les jumeaux ne pouvaient être séparés même pour un traitement médical. Tout ce qu'ils pouvaient offrir était du laudanum pour la douleur. Dans leurs derniers jours, Martin et Laurent eurent de nombreux visiteurs. Des gens qu'ils avaient connus toute leur vie, certains qui les craignaient encore, d'autres qui avaient appris à respecter leur sacrifice silencieux. Même le maire vint leur rendre hommage, reconnaissant enfin publiquement ce que tout Grenoble savait en privé. Ces deux hommes avaient été les gardiens invisibles de la ville pendant 4 décennies. La nuit avant leur mort, les jumeaux eurent une vision partagée. Les entités en eux, après 40 ans de coexistence avec des âmes humaines, avaient changé. La rage et la faim s'étaient atténuées, remplacées par quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Dans leur vision, Martin et Laurent se tenaient dans un lieu lumineux, ni le monde des vivants, ni le plan exilé des entités, mais quelque chose entre les deux, un espace de guérison et de réconciliation. Ils se réveillèrent le matin du 27 janvier 1820, exactement 40 ans jour pour jour après leur naissance. Le soleil brillait faiblement à travers les fenêtres de leur chambre, éclairant leurs visages émaciés mais paisibles. « Nous avons réussi », murmura Martin, sa voix faible. « Nous les avons guéris », ajouta Laurent, « et elles nous ont guéris. Nous pouvons partir maintenant, dirent-ils ensemble. Nous pouvons tous partir. » Leurs mains, qui s'étaient tenues pendant 40 ans sans interruption, se serrèrent une dernière fois. Puis, dans la parfaite synchronisation qui les avait définis toute leur vie, Martin et Laurent Fournier prirent leur dernier souffle et le relâchèrent. Ils furent enterrés dans le cimetière de la cathédrale Notre-Dame, dans un tombeau unique conçu pour deux. L'épitaphe, composée par le nouveau curé qui avait succédé au père Deschamps, lisait simplement « C. Gison Martin et Laurent Fournier, nés et morts ensemble, gardiens silencieux de Grenoble, ils portèrent leur fardeau avec courage et trouvèrent la paix dans l'unité. Après leur mort, les phénomènes étranges qui avaient marqué Grenoble pendant 40 ans cessèrent complètement. Les dernières personnes portant des cicatrices de ces jours terribles remarquèrent que les marques s'estompaient enfin. Les cauchemars, qui avaient persisté à un niveau faible pendant toutes ces années, disparurent. Et dans les archives de la cathédrale, le père Lefebvre, maintenant vieux et vivant ces derniers jours à Paris, reçut la nouvelle de la mort des jumeaux. Il pleura pour eux, ces deux âmes courageuses qui avaient sacrifié toute possibilité de vie normale pour protéger les autres. Il ajouta une dernière note à son compte-rendu scellé, concluant l'histoire des jumeaux de Grenoble. Cette note disait « Ils ont prouvé que même face aux ténèbres les plus anciennes, même quand on est lié à des forces qui devraient nous consumer, l'humanité peut prévaloir, non pas en détruisant ce qui est différent, mais en l'acceptant, en le transformant par l'amour et le sacrifice. » Martin et Laurent Fournier étaient à la fois humains et autre chose, mais c'était leur humanité qui a triomphé à la fin. Qu'ils reposent en paix, enfin libres, enfin séparés mais toujours unis dans la mémoire de ceux qui les ont connus. Les années passèrent, devenant des décennies, puis des siècles. L'histoire des jumeaux devint une légende locale, puis une simple curiosité historique. La maison de la rue Trécloître fut démolie et reconstruite plusieurs fois. Le tombeau dans le cimetière s'éroda, l'épitaphe devenant illisible. Mais ceux qui connaissent les vieux récits, ceux qui étudient l'histoire étrange et sombre de Grenoble, se souviennent encore. Ils se souviennent de deux garçons nés sous une éclipse, liés par quelque chose de plus fort que le sang, qui ont porté un fardeau que personne ne devrait avoir à porter. Et parfois, dans les nuits sans lune, quand le brouillard descend des Alpes et enveloppe Grenoble comme un linceul, certains jurent voir deux silhouettes marchant main dans la main dans les vieilles rues, deux enfants qui ne sont plus des enfants, deux gardiens qui veillent encore. Mais ce ne sont que des histoires, des légendes. Des souvenirs d'une époque où le surnaturel et le naturel se confondaient,
où des âmes courageuses affrontaient l'impossible et triomphaient non pas par la force, mais par le sacrifice et l'amour. C'est l'histoire des jumeaux de Grenoble. Une histoire de terreur, certes, mais aussi d'espoir. Une histoire qui nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l'humanité peut briller si seulement nous avons le courage de la laisser. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.